n'interfère pas trop avec votre programme, on pourrait le faire au mois de juin. C'est comme vous voulez. Oui, ça nous arrange. Sinon, j'attends les dates respectives. Oui, ça serait meilleur. Ça serait mieux que de les faire ce mois de juin prochain. Oui, ah oui. Très Oui. bien. Donc, on choisira pas un mardi, évidemment, puisque vous avez des cours. Donc, si je peux vous les faire le samedi, OK. Sinon, ce sera un lundi, c'est ça? Et on les fera en fin de journée. Oui, le lundi nous arrange. À À partir de partir 16 de heures. 16h. OK. Voilà. Donc, à partir de 16 heures, le mardi, je vais éviter parce que vous aurez déjà fait une conférence. Ce n'est pas la peine de vous présenter fatigué. D'accord? D'accord. De toute façon, moi, je vous envoie un mail. Je ne sais pas, il y a une résidente, je ne sais pas laquelle. En fait, les rayonnements ionisants, c'est une exposition professionnelle la plus réglementée par rapport aux autres, hein, comme le bruit ou là, les produits chimiques, etc. Les rayonnements ionisants, c'est très bien encadré par un dispositif juridique, mais ce n'est pas pour autant que les choses sont bien sur le terrain. Donc, nous savons déjà que l'exposition professionnelle aux substances radioactives ou aux rayonnements ionisants peut entraîner, en l'absence de mesures de prévention, des altérations de la santé que nous avons vues en long et en large durant la séance précédente. D'accord? Que ce soit au niveau des affections aiguës ou des affections chroniques graves. Donc, comme les rayonnements ionisants, ce n'est pas comme les produits chimiques, ce n'est pas comme le bruit, par exemple, ou d'autres nuisances et dangers sur le milieu de travail, c'est que c'est une exposition qui n'est pas visible, qu'on ne peut pas détecter avec les sens, c'est-à-dire on ne la sent pas, on ne la touche pas. Donc, il est nécessaire de se protéger contre une exposition qu'on peut considérer comme fantôme. Vous êtes d'accord? Mais le danger, néanmoins, il est là. Vous me suivez? Oui, on vous suit. Oui. Oui. Donc, je vais juste faire un petit rappel par rapport à ce qu'on a vu la dernière fois. Quels sont les rayonnements ionisants, les différents types de rayonnements ionisants? Nous avons dit que les rayonnements ionisants peuvent être d'origine nucléaire, n'est-ce pas? D'origine nucléaire, on a les particulaires. Les plus légers, les particulaires, ce sont les positrons et les électrons, donc les rayonnements bêta- et bêta+. Et vous vous rappelez bien. Ensuite, nous avons aussi un autre rayonnement particulaire, ce sont les neutrons. Et le plus lourd des rayonnements particulaires, c'est les alpha, avec 2 protons et 2 neutrons, comme vous le savez. C'est le noyau de l'hélium. Donc, on a des neutrons, on a des noyaux d'hélium, c'est les particules alpha. Nous avons les particules bêta. Bêta- sont des électrons, bêta+, qu'on a c'est des positrons. Nous avons les photoniques, les gamma, les photons. C'est d'origine nucléaire, ça vient du noyau lourd, des noyaux qui ont un excès d'énergie. Nous avons aussi les rayons X qui sont émis par des appareils. D'accord? Donc, cette distinction entre rayonnement particulaire et entre rayonnement photonique ou électromagnétique, j'espère qu'elle ne pose plus de problème. C'est bon? Oui. Rayonnement particulaire, c'est les neutrons, c'est l'alpha et c'est les bêta. Rayonnement électromagnétique ou photonique, c'est les gamma et les X. Les neutrons, l'hélium, les bêta et les gamma sont d'origine nucléaire. Les rayons X sont par contre généralement émis par des appareils émetteurs de rayonnement. Voilà les sources des rayonnements ionisants. Leurs effets, ils sont ionisants, ils ionisent la matière avec laquelle ils vont entrer en contact, donc ils vont transmettre de l'énergie, et cette énergie est supérieure à l'énergie de liaison des électrons à l'intérieur, donc ça va ioniser la matière vivante. Et c'est cette ionisation qui va perturber les métabolismes, voire entraîner la mort cellulaire et la mort tissulaire, ou là les perturbations au niveau de l'ADN et entraîner des effets liés à la génétique. Donc on avait distingué les effets déterministes des effets aléatoires. Nous avons distingué les effets stochastiques des effets non stochastiques. Nous avons
Donc, les effets déterministes, les effets non déterministes. Cette part des choses, vous devez la faire. Donc, il y a les effets déterministes qui sont dépendants d'une dose seuil, c'est-à-dire il faut vraiment atteindre cette dose pour pouvoir observer l'effet. Nous avons les effets, à contrario, non déterministes ou aléatoires qui n'ont pas de dose seuil à proprement dire. Et les effets déterministes, leur gravité croît avec la dose. Plus la dose est élevée, vous vous rappelez pour le syndrome aigu d'irradiation, plus les tissus seront atteints. On avait dit, ça pourrait arriver jusqu'à une brûlure pratiquement du cerveau. Ensuite, nous avons le tube digestif. Ensuite, nous avons le tissu hématopoïétique pour le syndrome aigu d'irradiation. Selon la dose, et plus la dose est élevée, plus grave sera le syndrome et plus proche serait la mort. Par contre, pour les effets non déterministes aléatoires, la gravité, quant à elle, elle est indépendante. Quand vous avez une leucémie post-radique, elle n'a, en matière de pronostic et de forme clinique, elle n'a aucune différence avec une leucémie d'autre origine. Donc, la gravité est vraiment indépendante de la dose. C'est la loi de tout ou rien. Ou on a une pathologie qui va évoluer à son propre compte, ou on n'en a pas. Donc, c'est la probabilité d'apparition de l'effet qui va augmenter avec la dose et non pas la gravité. Plus on sera exposé au rayonnement ionisant, plus la probabilité d'avoir un cancer sera présente. Par contre, contrairement au syndrome aigu d'irradiation, il faut d'abord une dose seuil, ensuite la gravité va grimper avec la dose. Pour les effets déterministes, en général, les effets peuvent être réversibles, mais les effets peuvent être précoces aussi. On va les observer en quelques jours après l'exposition ou en semaines. Parfois, ça prend quelques mois. Mais pour les effets aléatoires ou non déterministes, là, les effets en général sont irréversibles. Généralement, c'est les cancers. D'accord. Pour les effets déterministes ou doses dépendantes, nous avons observé les effets précoces. Nous avons notamment l'atteinte de la peau avec les radiodermites, l'atteinte des gonades qui sont sensibles, la moelle osseuse dans l'aplasie et le système nerveux central. Donc, le système nerveux, l'intestin, la moelle osseuse dans le syndrome aigu d'irradiation. Ensuite, nous avons la peau, nous avons les gonades. Ça, ce sont des effets qui peuvent apparaître précocement. Par contre, il y a des effets d'ossée qui vont apparaître tardivement. Vous avez la cataracte et nous avons des lésions de sclérose et de nécrose, notamment au niveau cutané. Donc, parmi les effets aléatoires, les effets sont toujours tardifs. Ils surviennent généralement après une longue latence et on observe surtout les cancers et les effets génétiques. Donc, pourquoi? Parce que ce sont des lésions qui touchent l'ADN et la cellule. L'ADN ne se répare pas correctement, donc on va observer des mutations qui vont transformer la cellule en cellule cancérigène et c'est des cellules de procréation. Donc là, on va transmettre aux générations futures. Les effets génétiques ne sont pas encore clairement déterminés. Nous avons les effets tératogènes, c'est génétique qui induit des modifications génétiques avant la conception de l'enfant. Et nous avons dit que c'est surtout le premier trimestre qui est le plus préjudiciable, puisqu'après, le fœtus devient plus résistant. Voilà, ça c'est pour la pathologie qu'on peut observer. Dose dépendante, pas dose dépendante. Donc il y a cette histoire de dose qui revient. Si nous devons aller vers la prévention pour éviter ce type de pathologie, nous devons maîtriser les doses liées à l'exposition. Donc, un petit rappel sur les unités justement utilisées pour les doses. Vous vous rappelez, pour la radioactivité, il s'agit de noyaux qui sont, il y a un surplus d'énergie, qui vont émettre soit des gamma, soit des bêta, soit des neutrons, soit des alpha. Donc là, l'activité, cette désintégration par temps, va s'exprimer par le Becquerel. Vous vous rappelez ou pas? Ça va bien, faut rien me dire. Je vous ai dit qu'en médecine nucléaire, on utilise beaucoup le Becquerel. Pourquoi? Parce qu'il travaille sur de la radioactivité, travaille sur des isotopes qui sont radioactifs. Donc, les énergies, avant de parler d'énergie, il parle d'activité. Quelle est l'activité qu'ils doivent injecter ou transmettre aux patients pour qu'on puisse espérer un effet de guérison ou au moins de stabilisation de la pathologie. Ensuite, l'effet du rayonnement sur la matière, c'est la quantité d'énergie qui est absorbée par la matière et on
radiothérapie travaille avec le gré. Pourquoi? Parce qu'il voit la dose absorbée au niveau du tissu, notamment cancéreux. Nous travaillons dans la prévention avec la dose équivalente. Pourquoi? Parce que nous prenons en compte l'effet de la toxicité tissulaire. Il y a un facteur de pondération par rapport à la nature des rayonnements. La dose absorbée, quels que soient les rayonnements, ça va dépendre de l'énergie transmise. Par contre, l'effet qui est exprimé en sievert des rayonnements n'est pas pareil puisqu'il y a ce facteur de pondération pour les différents types de rayonnements. Un rayonnement X et un rayonnement gamma pourraient avoir un peu le même effet, mais un X et un gamma par rapport au rayonnement alpha, la dose équivalente à dose absorbée égale, ne pourrait pas être le même. Pourquoi? Parce que le pouvoir d'ionisation des rayonnements alpha est trop important et le facteur de pondération, ce fameux WR, est très important. Donc, pour vous rappeler la dose équivalente. Ensuite, nous avons parlé aussi de la dose efficace. Je reviens tout de suite là-dessus. Pour la dose absorbée, je viens de le dire, on tient compte des effets dans la matière, c'est-à-dire quelle est l'énergie qui a été absorbée. Et cette énergie absorbée va dépendre du parcours du pouvoir d'ionisation et va dépendre aussi de la matière exposée. C'est un gré, elle correspond à un transfert d'un joule pour 1 kg de matière. Là, c'est le gré. Par contre, la dose équivalente, l'équivalent de dose tient compte de la nature du rayonnement. Pour une même dose absorbée, l'effet biologique des rayonnements alpha, par exemple, est 20 fois plus important que celui des rayons gamma. Ça, vous le savez, n'est-ce pas? Oui. Il y a quelqu'un qui demande j'arrive pas à aller. Pour inviter le Roland. Voilà, donc on a Souhir qui nous rejoint. Maslama. Vous arrivez à voir maintenant le diaporama, toujours? Oui. Donc, la dose, l'équivalent de dose ou la dose équivalente, c'est une dose qui tient compte de la nature du rayonnement. Un rayonnement alpha est 20 fois plus néfaste pour la matière que celui des rayonnements gamma. Pourquoi? Parce qu'on lui a donné un facteur de pondération qui est égal à 20. Et là, l'unité qu'on a, c'est le sievert. D'accord? Donc, quels sont les facteurs de pondération? Pour les photons, c'est-à-dire les X et les gamma, là, quelle que soit l'énergie du rayonnement, le facteur de pondération est égal à 1. Pour les bêta, c'est pareil, toutes les énergies, le facteur de pondération est égal à 1. Pour les particules alpha que vous voyez en bas, le facteur de pondération est 20 parce que là, la particule, elle est lourde. Pour les neutrons, nous avons 2 facteurs de pondération selon l'énergie. Si l'énergie elle est inférieure à 100 kV, la pondération n'est que de 10. Par contre, pour les neutrons qui émettent des énergies entre 100 kV et 2 mégaélectronvolts, et bien là, le facteur de pondération rejoint celui des particules alpha, donc il serait égal à 20. Donc les plus dangereux pour l'organisme restent les particules alpha et le neutron qui ont des énergies entre 100 keV et 2 MeV. D'accord? Ensuite, on a pris en compte qu'on a le débit de dose, puisque c'est un facteur très important qui doit être pris en compte dans les radiations. Donc, le temps de l'exposition est important. C'est pour ça que nous prenons en compte le débit de dose, c'est-à-dire la dose reçue après un certain temps. S'il a reçu 20 millisieverts, il les a reçus en une seule fois, ou 20 sieverts par exemple, c'est énorme, hein? Ou bien il les a reçus en combien de temps? Parce que quand on fractionne les doses, on permet à l'organisme de réparer. C'est le principe qui est suivi dans la radiothérapie. On donne 20 degrés parfois, c'est-à-dire que la dose en une seule fois, ça vous tuerait votre patient. Mais par contre, elle est fractionnée en 30 voire 35 doses, donc 35 jours de traitement, 35 séances, et là, l'effet, on ne va pas observer un syndrome aigu d'irradiation. D'accord?
Allô? Vous êtes Oui, là? on vous entend. On vous entend. Très bien, je m'inquiète. La dose efficace, on en a parlé, je veux que vous la reteniez, cette dose efficace. Là, par contre, au-delà de la nature des rayonnements, on a un facteur de sensibilité, de radiosensibilité des tissus selon l'organe touché. Donc, en fait, la dose efficace, c'est un peu la dose par rapport au corps entier. Par contre, l'équivalent de dose, c'est pour un organe. D'accord? Et c'est ce que vous allez avoir dans les doses, dans les relevés de l'exposition professionnelle, la lecture des dosimètres. Vous allez avoir une dose efficace et une dose équivalente. D'accord? Ce sont deux doses différentes. Maintenant, vous le savez. Vous allez avoir une dose équivalente par rapport à la peau, vous allez avoir une dose équivalente par rapport au cristallin, mais quand on vous dira dose efficace, c'est l'irradiation, c'est le corps entier. Vous êtes d'accord? Et pour regarder pour la dose efficace, voilà les facteurs pondération pour chaque tissu, les gonades 0,20, les 5,005, mais le tout, l'ensemble des facteurs de pondération sera égal à 1. Et là, on est dans la dose efficace. D'accord? Oui. Très bien. Donc, nous savons maintenant, tant que médecin du travail, c'est quoi une dose équivalente, c'est quoi une dose efficace. Ça, c'est important. Vous savez maintenant quelles sont les pathologies qui sont dose dépendantes et les pathologies qui ne le sont pas. Celles qui ne le sont pas, c'est les cancers. Celles qui le sont, c'est le syndrome aigu d'irradiation, notamment le cerveau, l'intestin et la moelle osseuse, surtout dans la plasie médulaire. Nous avons la cataracte aussi, nous avons les gonades et nous avons la peau pour les irradiations localisées. D'accord? Pour qu'il y ait un esprit de synthèse. Et dans les expositions professionnelles, nous distinguons deux types d'expositions. Nous avons un risque d'irradiation ou l'irradiation. L'irradiation, c'est-à-dire on est exposé à des rayonnements. Il y a une énergie qui va traverser le corps. Donc là, l'organisme est susceptible d'intercepter les rayonnements ionisants. C'est comme ça qu'on fait, par exemple, une radiographie classique. Donc, on se met là, les rayonnements ionisants vont traverser la matière et j'aurai l'image, fait le cliché. Là, c'est un risque d'irradiation. C'est clair? Oui. Ensuite, l'irradiation pourrait être considérée comme étant externe ou interne. Pour l'irradiation interne, c'est quand on inhale ou on ingère un radioisotope, donc un produit chimique qui est porteur, qui est radioactif. D'accord? Là, le produit qui est radioactif, il va émettre des rayonnements. Ce sera des gamma ou des alpha, par exemple, ou des bêta. Ça dépend. Si c'est de l'uranium, si c'est. Maintenant, en plus du fait qu'il y a contamination, il y a cette énergie qui va tuer les cellules. Donc, on a une irradiation externe, c'est celle qu'on observe, par exemple, au niveau de la radiologie conventionnelle ou la même interventionnelle. Et en médecine nucléaire, par exemple, on utilise des radiations, des radioisotopes. Nous pouvons avoir une irradiation externe et nous pouvons aussi avoir une irradiation interne, puisque le radioisotope va pénétrer dans l'organisme et irradier les cellules. D'accord? C'est bon? Oui. Pour l'irradiation. Donc, là, ça dépend de la source. Ça pourrait être à l'extérieur du corps humain, tel que le radioisotope, une contamination externe, ou un accélérateur de particules, par exemple, j'aurais une irradiation externe. Pour l'irradiation interne, je répète, c'est qu'il y a inhalation ou ingestion d'un radioisotope. Les deux risques. Le risque de contamination, c'est quand on manipule des radioisotopes. L'irradiation, par contre, elle est soit avec les appareils émetteurs de rayonnement ou là, avec les sources radioactives, qu'elles soient scellées ou non scellées. D'accord? Donc, l'irradiation, elles ne rend pas radioactives. C'est-à-dire, quand vous subissez une irradiation, vous n'allez pas pouvoir contaminer ou là, vous n'allez pas continuer à émettre de l'énergie parce qu'il y a un radioisotope sur vos vêtements ou sur la peau. Et là, l'irradiation externe, pour l'évaluer, nous utilisons des détecteurs individuels et dans l'exposition professionnelle, nous avons ce qu'on appelle la dosimétrie. D'accord? Que ce soit par des films, par des OSL actuellement, ou là par des bagues thermoluminescentes, ou là par toujours par la thermoluminescence, mais
en opérationnel, c'est-à-dire qui nous donne des effets, des débits de dose. Donc ça, c'est pour l'irradiation. Ce qui nous différencie du risque de contamination. Pourquoi? Parce que là, on a dit, il y a un contact direct de l'organisme avec une substance radioactive. Et cette contamination peut être externe ou bien interne. L'externe, ça veut dire que, comme vous le voyez ici, l'organisme est en contact avec cette radioactivité dans l'ambiance de travail. Donc, il y aura un dépôt de la radioactivité au niveau de la peau, au niveau des cheveux. Ça reste externe. Donc, il y a un risque d'irradiation, mais il y a une contamination externe qui pourrait devenir interne. Pourquoi? Parce que soit on va l'inhaler, soit on va l'ingérer, soit c'est les mains sales après en mangeant, etc. Donc, on va l'ingérer. La radioactivité va se retrouver à l'intérieur de l'organisme et on pourra la détecter. On devient porteur de source, si vous voulez. D'accord? Je pense que vous faites maintenant la différence entre le risque d'irradiation et le risque de contamination. C'est important dans l'exposition professionnelle. À chaque exposition professionnelle, vous vous dites qu'est-ce qu'il y a comme risque? Un risque d'irradiation seulement ou un risque d'irradiation et de contamination. Et le risque de contamination, c'est là où il y a un contact direct avec une substance radioactive. Vous suivez ou pas? Oui, Vous parfaitement. Et comment on va suivre? On avait dit que pour l'irradiation, je mets un dosimètre que va porter l'opérateur, mais pour la contamination, comment je vais l'apprécier? Au fait, quand on fera la visite du CRNA, il y a ce qu'on appelle un service d'anthropogammamétrie. Anthropo, c'est corps, et gammamétrie, c'est la mesure des rayonnements gamma. Donc, généralement, nous détectons les émetteurs gamma qui vont sortir du corps. Par exemple, si vous prenez un manipulateur en médecine nucléaire qui fait de l'irathérapie, qui va manipuler de l'autre 125 par exemple, eh ben, il va émettre, s'il l'inhale, il va l'inhaler forcément, ça ne dépend pas que de la dose, donc il va se contaminer. Je vais lui faire subir une anthropogammamétrie, c'est un revient positif, soit il y a des traces de l'iode, ou bien c'est réellement un cas de contamination. Et qui dit contamination, il dit irradiation aussi, donc je risque d'avoir un dépassement de dose, la dosimétrie classique ou la anthropogammamétrie qui va témoigner de cette contamination. Je pourrais aussi faire recours aux analyses biologiques, notamment l'examen des urines, puisque le produit radioisotope, c'est un produit chimique, il a son propre métabolisme, comme l'iode par exemple, il va être excrété par le foie classique, donc le foie par les fesses et par les urines. Donc, je vais trouver la trace de cette radioactivité pour les urines. On va vraiment vers les analyses biologiques quand il y a un accident ou un incident de contamination. Par contre, pour le personnel de la médecine nucléaire, on ne se contente pas de faire uniquement la dosimétrie par exploitation des dosimètres, la surveillance dosimétrique, mais on fait aussi une surveillance anthropogammamétrique. Par exemple, tous les 6 mois, on fait une anthropogammamétrie pour le personnel de la médecine nucléaire. Est-ce que vous avez compris ce que je suis en train de vous dire? Comme je ne vous vois pas, c'est un peu délicat. Oui. Très bien. Donc, la surveillance du personnel se fait par la dosimétrie pour la surveillance de l'irradiation et elle se fait par anthropogammamétrie quand il y a un risque de contamination. Et on ne va aller vers les analyses biologiques seulement si on a un incident de contamination. D'accord? Et on va aussi pouvoir le faire par mesure du transfert de la contamination entre la surface incriminée et le papier ou le tissu. C'est l'analyse des frottis. Là, c'est pour la contamination des surfaces. D'accord? Dans un labo de médecine nucléaire, on voudrait savoir si les locaux ne sont pas contaminés, quoi qu'il y a des détecteurs de contamination. Donc, on pourrait, avec un papier absorbant, bien essuyer la surface et la faire analyser. Il y a un transfert de la radioactivité. D'accord? Donc là, la contamination interne, on avait dit qu'elle va diminuer selon 2 voies. C'est la décroissance radioactive de l'élément. Chaque élément a sa demi-vie. Le technicien, c'est quelques heures. Hein. Quand on fait une scintigraphie osseuse, on sort le jour même. Quand on fait par contre une irathérapie, on est obligé d'être hospitalisé jusqu'à 1 semaine. Il y a une élimination naturelle et la demi-vie d'élimination biologique. C'est pour ça qu'on parle de la dose engagée. La dose engagée, c'est quand il y a un problème de contamination. Donc, on essaye d'apprécier la dose engagée pour la personne qui est exposée notamment, d'accord, au risque de contamination qui prend en compte ces 2 paramètres, la décroissance radioactive et l'élimination naturelle ou le métabolisme.
Les personnes qui sont concernées par la contamination, on a lors des travaux avec des substances radioactives en source ouverte. Et c'est le cas de figure, en tant que médecin du travail, on va l'observer surtout dans la médecine nucléaire. D'accord. Mais par contre, celles qui utilisent des générateurs ou des appareils émetteurs de rayons X ou de sources scellées, quand elles sont en bon état, il n'y a pas de risque de contamination. Donc, dans la gammagraphie industrielle, où c'est des sources d'iridium, par exemple, il n'y a pas de risque de contamination, même le caniche d'eau, la source, fait idéal. D'accord. Parce que c'est du solide. Dans la curithérapie aussi, il n'y a pas de risque de contamination. D'accord. Quelles sont les différentes sources d'exposition au rayonnement ionisant? Et là, je reprendrai un peu tous ces concepts. Il y a 3 types de sources nucléaires, entre guillemets. Donc, on a les sources scellées. On a les sources scellées, elles sont fermées. Elles sont blindées. Les sources non scellées, non. Ce sont des substances radioactives. Il y a les appareils électriques générateurs. D'accord. Les sources scellées, où je celles qui sont constituées de substances radioactives scellées qui se trouvent dans une enveloppe inactive qui va empêcher leur dispersion dans les conditions normales d'utilisation. Les principales utilisations, on a les jauges d'épaisseur qui sont émettrices de rayonnement bêta ou de rayonnement gamma. Nous avons les détecteurs de fumée qui utilisent des émetteurs alpha. Nous avons la gammagraphie industrielle ou radiologie industrielle qui utilise les gamma, les rayonnements gamma. Nous avons aussi les jauges de densité ou là de niveau. Donc la jauge de densité, on l'utilise beaucoup plus dans les travaux publics. Le niveau, c'est pour jauger du niveau des différentes citernes. On a les eumédimètres aussi qui utilisent des neutrons. Et on a les utilisations thérapeutiques médicales comme la curithérapie. Ou là, la bombe à cobalt qu'on utilise, je crois que c'est PMC, il reste encore une, hein, c'est la thymine, qui est le résident du CPMC. La thymine, c'est une bombe, maintenant, c'est l'ancienne génération pour la radiothérapie. On utilise des bombes à cobalt pour irradier les tumeurs, si vous voulez. Maintenant, ça constitue un déchet après à gérer parce que le cobalt, je ne sais pas combien d'années, hein, c'est des centaines d'années, je crois, de demi-vie. Donc, ça reste un déchet à gérer. Le problème qui est chez le contrat, le fabricant ne récupère pas sa source. Donc, ça reste un déchet au niveau du bled où il est. C'est le cas du CPMC. On le garde dans le cadre du palliatif. C'est-à-dire, il n'y a aucun espoir, juste pour diminuer un peu du diamètre de la tumeur, etc., pour pouvoir un petit peu améliorer le confort du malade. Donc, on les a réformés. Parce que maintenant, pour que la bombe à cobalt, puisque la radioactivité est pour avoir un effet thérapeutique, il faut laisser le malade 3-4 heures le dakhal. Donc, 10 دقائق, ou généralement, c'est des malades qui sont vraiment, c'est du palliatif, je viens de vous dire. Il y a beaucoup de décès au niveau des fois sur place. Donc, des fois, ça choque les manipulateurs de devoir faire subir cette radiothérapie par la bombe à cobalt. Je crois que c'est la thymine, CPMC, c'est mes souvenirs sont bons. Donc, ça prend beaucoup de temps. Et comme c'est du palliatif avec la claustrophobie, etc., il y en a qui ne traitent pas sur la table d'examen du traitement. Donc, les sources d'exposition, les sources scellées, c'est quoi? C'est les appareils défectueux. En curithérapie, les fils d'iridium, le tuyau qui fait sortir la source de son conteneur vers l'organisme, notamment dans les cancers de l'utérus, dans les cancers du cavum, dans les cancers, je sais plus, de l'oreille aussi, dans certains cas. Donc, on utilise la curithérapie. Et parfois, on se retrouve avec une source qui est en dehors de son conteneur. Ça pourrait être aussi une mauvaise utilisation, on ne respecte pas les règles de radioprotection. Et dans les sources scellées, les règles de radioprotection non observées, c'est au niveau de la gammagraphie. Donc, l'utilisation des rayonnements ionisants dans l'industrie. Dans la gammagraphie, il y a un long tuyau, et à travers lequel va cheminer la source pour pouvoir aller vérifier les soudures, etc. Et il y a un périmètre de radioprotection qui doit être instauré et normalement les personnes manipulatrices du gammagraphe connaissent vraiment ces règles, parfois elles ne les respectent pas. Donc elles ne sont pas à proximité de la source, ou les يقعدوا في la niche qui يخبوها يقعدوا قدامها. Donc les dosimètres c'est là où on a des expositions, des surexpositions. Et dernièrement, on m'a fait remettre
un relevé dosimétrique d'une personne qui travaille au sud, notamment pour les entreprises les hydrocarbures, le 100 millisievert, le trimestre, la dose TAO. Donc, le médecin qui prend en charge ce type de travailleur se pose la question. Il y a un dépassement de 100 millisieverts, ce n'est pas normal. C'est vrai, dans les situations normales, on n'arrivera jamais à 100 millisieverts. C'est la dose des 5 ans, pardi. Donc, ce n'est pas normal. Et là, c'est un ancien manipulateur. Il arrive à la fin de sa carrière, il en a assez de s'occuper de cette gammagraphie, et bien certainement qu'il a laissé à côté de l'appareil, et c'est comme ça qu'on a enregistré les 100 millisieverts. Normalement, les personnels de la radio, de la dosimétrie Fouk, en la lecture du dosimètre, ils peuvent nous dire si c'est vraiment une exposition accidentelle ou là, il y a une surexposition délibérée. Mais là, ils ne nous le disent jamais. Ils vous demandent de faire une enquête. Évidemment, le gars, il va vous dire non, non, je ne sais pas, j'ai pris mes précautions. Mais à 100 millisieverts, au minimum, vous l'enlevez une année. Vous l'enlevez sur 5 ans. Avec quoi j'aime bien la retraite. Vous comprenez? Donc, le risque aussi, c'est quand il y a perte ou vol de la source. C'est ce qui s'est passé à Sétif à l'époque, dans les années 80. C'est comme ça que des gamins ont volé des sources parce qu'elles étaient toutes jolies, les ont laissées à la maison. Et au bout d'un mois ou de quelques jours, je ne sais pas, ou semaines plutôt, ils commençaient à avoir des cas d'aplasie médulaire dans la famille. Et après plusieurs démarches diagnostiques, enfin, l'exposition au rayonnement ionisant a été évoquée. Vous me suivez, mes chers résidents? Oui, professeur. Les sources non scellées, je reviens, c'est la radio, c'est la médecine nucléaire. Ailleurs, c'est l'industrie nucléaire, notamment pour la production de l'électricité. Et évidemment, qu'il y a les arbres, donc, elles sont soit des substances radioactives solides, liquides ou gazeuses, qui sont contenues dans des enveloppes non étanches et qui vont présenter, comme on l'a vu tout à l'heure, un risque de dissémination dans les conditions normales de l'utilisation. Donc, il y a un risque non seulement d'irradiation, mais un risque de contamination. Dès que vous voyez source non scellée, dites-le faire comme risque de contamination. On a les traceurs industriels. On utilise aussi beaucoup dans la médecine nucléaire, notamment les émetteurs gamma, mais on utilise aussi les émetteurs bêta, feu le TEP. D'accord? On utilise aussi, soit dans la médecine nucléaire diagnostique ou là dans la médecine nucléaire, à visée thérapeutique, dans l'irathérapie par exemple. Donc, quels sont les risques d'exposition? Il y a une dissémination possible des produits, dispersion, et le produit va se retrouver en suspension dans l'air. On va avoir de diverses contaminations externes, internes, contamination des locaux, avec des mesures drastiques de décontamination. Les appareils électriques générateurs, SERLIN. Ce sont des émetteurs qui produisent un rayonnement par des procédés physiques. Les tubes radiogènes que vous connaissez dans la radiologie classique, et nous avons les accélérateurs de particules qui ont pris la place des sources scellées dans la radiothérapie. Et là, on a réglé le problème de gestion de déchets radioactifs. Donc, on les utilise dans la radiologie industrielle médicale, industrielle et médicale, pardon. Donc, on utilise les rayonnements X. On les utilise aussi dans les laboratoires et dans la radiothérapie. Pour les accélérateurs de particules, ce sera des X de très haute énergie, c'est du MEV, ou là, des électrons. D'accord? Donc là, nous avons des risques d'irradiation, comme dans les sources scellées. Mais là, la différence avec les sources scellées, c'est que la source, quand elle est en dehors de sa canne, elle va émettre tout le temps. Et quand elle pénètre dans son conteneur, elle ne va plus émettre. Pourquoi? Ce n'est pas qu'elle ne va plus émettre. Il n'y a plus d'exposition à l'air parce qu'elle est blindée. On met un blindage qui va absorber et empêcher les rayonnements de sortir. Par contre, le générateur électrique, dans la radiothérapie par exemple, c'est bon, il n'y a aucun risque. Des fois, quand on les nomme, il y a encore un risque parce que ils ont beaucoup de malades, ils arrêtent, ils rentrent directement dans la salle de soins. Non, la manipulation se fait à distance et donc quand il y a pour irradier la zone qui doit être irradiée, alors du coup, on sort. Sinon, ça ne fonctionne pas. Il faut que la porte se ferme, le générateur ou l'accélérateur de particules émette ces X d'énorme énergie. On a c'est du MEV. Une fois que la durée du traitement s'arrête, eh ben, il y a arrêt de l'émission
et la porte ne s'ouvrira pour le manipulateur que s'il y a arrêt de l'exposition. Mais pourquoi on déconseille aux manipulateurs de la radiothérapie de pénétrer immédiatement dans la salle de traitement? Ce n'est pas parce qu'il y a un risque résiduel, mais il y a des X ou des électrons, ils sont émis dès que vous arrêtez l'émission par l'appareil, et il n'y a plus rien. Ce n'est pas de la radio, ce n'est plus de la radioactivité. Est-ce que vous me comprenez? Par contre, j'ai dit, on leur dit d'attendre un peu parce que ces rayons X de grande énergie, quand ils traversent l'atmosphère de la salle, il y a production de l'ozone. Et l'ozone est très irritant, comme vous le savez. C'est pour ça qu'on demande aux manipulateurs de ne pas pénétrer immédiatement dans la salle de traitement. Sinon, dès que la porte s'ouvre, le générateur ne peut pas être fonctionnel. C'est des mécanismes, des fois, d'autocontrôle. Hein. Si vous voulez, c'est de la protection intégrée. Donc, il ne faut pas induire en erreur les manipulateurs en radiothérapie en leur disant attention, n'entrez pas. Non, dès que la porte s'ouvre, on peut y aller. Mais il ne faut pas y aller tout de suite. Laissez un peu l'ozone dans l'atmosphère et l'eau pour éviter cette irritation des voies respiratoires et des conjonctives. D'accord? D'accord. Donc, vous faites la différence entre le risque d'exposition externe, c'est-à-dire l'irradiation qu'on peut observer, les sources scellées, les sources non scellées et l'appareil électrique, les générateurs. Quand les générateurs, dès qu'ils sont éteints, ils n'émettent plus. Les sources scellées, pour qu'il y ait une protection, il faut qu'elles rejoignent leur blindage. Sinon, tant qu'elles sont à l'extérieur, ce sont des sources radioactives. Donc, elle continuera à émettre. Mais c'est le blindage qui va empêcher l'exposition professionnelle. Pour les sources non scellées, c'est la manipulation des isotopes sous forme liquide, gazeuse, solide, etc. Là, en plus du risque d'irradiation, il y a un risque de contamination. C'est bien résumé? Oui. Très bien. On passe aux applications médicales. On va utiliser beaucoup les rayons X dans les radiographies classiques, dans la tomodensitométrie. D'accord. Là, c'est les X. Radiographie, tomodensitométrie et aussi radiothérapie pour le traitement. Là, c'est le diagnostic. Les rayonnements gamma, nous les utilisons surtout la scintigraphie et le TEP. Sauf que dans le TEP, il y a aussi un émetteur bêta. Mais c'est surtout les gamma qu'on va percevoir. D'accord? Donc, les irradiations d'origine médicale, elles sont fréquentes. Donc, elles représentent 50% des doses reçues par un individu dans sa vie. Pas le professionnel. C'est-à-dire en faisant des scanners, en faisant des radios, etc. Donc, voilà pour l'imagerie traditionnelle que vous connaissez. Donc, c'est le diagnostic médical. On a les caméras à positrons, d'accord? C'est le PET. Et là, le PET, vous connaissez le principe, c'est qu'on utilise le métabolisme de la cellulaire. Pardon, je reviens. On utilise le métabolisme cellulaire. On va marquer le glucose. C'est le désoxyglucose. On lui rajoute du fluor. Mais ce fluor, il est marqué. C'est un fluor radioactif, le F18. C'est pour ça qu'on appelle le fluorodésoxyglucose. Et le fluor 18, c'est un émetteur bêta+. Quand il va émettre des électrons, il va se transformer en 2 rayonnements gamma, de chacun une énergie de 511 keV. Donc, dans les cellules où il y a un métabolisme accru, parce qu'il y a une grande consommation de glucose, il va y avoir des foyers d'hyperfixation, si vous voulez. Donc, quand on utilise le TEP, ça nous donne aussi la fonction de l'organe. Et les cellules qui seraient avides de glucose, ça serait les cellules qui sont là où il y a de l'inflammation, là où il y a de l'infection, là où il y a le processus tumoral. C'est pour ça que pour la lecture, ça s'apprend aussi. Hein. Ce n'est pas parce qu'il y a des images que c'est le cancer forcément. Et c'est pour ça qu'on demande aux patients de ne pas prendre trop de glucose pour ne pas fausser le résultat. Donc ici, il y a une consommation accrue de glucose par certains tissus et cette hyperconsommation pourrait être en rapport avec un processus tumoral, avec un processus infectieux ou avec un processus inflammatoire. Mais ce qui différencie ces 3 processus, c'est que le processus tumoral est très avide de glucose. D'accord? Donc, voilà un petit peu le principe de la caméra à positron. Vous savez pourquoi on l'appelle caméra à positron? Parce que c'est une caméra qui va récupérer ces bêta+, on va rajouter un électron, et ben nous, on va capter les rayonnements gamma à travers la gamma caméra. Ensuite, on passe au scanner.
D'accord? La radiologie classique, vous connaissez le principe, c'est pas la peine de trop s'attarder là-dessus. Mais par contre, il y a une catégorie professionnelle qui pourrait éventuellement avoir des dépassements en matière d'exposition professionnelle, c'est la procédure interventionnelle. Dans l'imagerie classique, c'est maîtrisé. La médecine nucléaire, pas toujours maîtrisée avec le risque de contamination, il faut le respect des bonnes pratiques pour pouvoir ne pas être surexposé. Mais dans l'irradiation, il y a une catégorie qui est très vulnérable par rapport au rayonnement ionisant, c'est les procédures interventionnelles, que ce soit en orthopédie ou là en neurochir ou là au niveau de la cardio aussi. Ou là même dans l'imagerie, on utilise aussi ces techniques interventionnelles. Le problème, c'est que les chirurgiens ont les mains sous le faisceau et parfois ils ne respectent pas très bien les bonnes pratiques, ils n'arrêtent pas de tirer comme ils disent, donc tac, 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 alors que des fois, ce n'est pas nécessaire. Et c'est là où on risque d'avoir des dépassements, ou là, même sans dépassement, il risque d'avoir des pathologies non dose dépendantes, des cataractes aussi, puisqu'elles sont dose dépendantes. Le scanner, kiff, c'est des rayons X à haute densité. Les sources de radiothérapie pour la curie, voici les fils d'éridium, donc pour la curithérapie. Nous avons les bombes à cobalt, comme vous le voyez ici. Donc là, vous voyez tout ce dispositif, c'est pour cacher une petite source qu'on peut prendre avec la main. Hein. D'accord? Ce qu'on appelle la télégamma-thérapie ou la radiothérapie classique. Ça, il y a encore une source au CPMC, je pense qu'elle est au sous-sol pour les soins palliatifs, comme je viens de le dire. Ça, c'est abandonné. On utilise actuellement les accélérateurs de particules dans tous les centres anticancéreux d'Algérie. Le premier étant le CPMC, je crois que c'est le seul, si je ne me trompe pas, qui dispose encore d'une bombe au cobalt qui est au sous-sol et qui est utilisée juste pour les soins palliatifs parce qu'elle n'émet pas beaucoup de rayonnement. Pour le radiodiagnostic ou thérapeutique en médecine nucléaire, nous utilisons des isotopes sous forme liquide ou sous forme de capsules d'iode en poudre. D'accord? Pour la scintigraphie, on utilise du technicium, par exemple. Pour la scintigraphie cardiaque, on utilise autre chose. Est-ce que c'est clair pour les rayonnements ionisants utilisés dans le médical? Donc, dans le domaine du radiodiagnostic, est-ce qu'il y aurait des problèmes de surexposition? En principe, dans la radiodiagnostic classique, non. Mais dans la radiologie interventionnelle, si. Il faut vraiment être à cheval et les suivre et faire les études de poste, etc. et de la sensibilisation. Maintenant, au niveau de la médecine nucléaire, ou là dans la curithérapie, là aussi, la radiothérapie, il n'y a pas trop de grands risques. C'est comme la radiologie classique. La protection, elle est intégrée aux appareils. Il y a du blindage, on manipule à distance, etc. La curithérapie, par contre, il y a la perte des fils d'éridium qui pourrait poser problème, mais c'est rare. Mais la médecine nucléaire, elle est tributaire du dispositif de radioprotection existant pour limiter la contamination. Et un exemple, c'est de mettre les locaux, par exemple, en dépression. Pourquoi? Parce que s'il y a une dispersion du produit, il ne va pas contaminer tout le laboratoire. D'accord? Maintenant, dans le milieu industriel, c'est pareil. On utilise des sources radioactives scellées, on utilise aussi des générateurs de rayons X, soit pour de la radiographie, soit pour l'analyse, soit pour le détectage, soit pour le dosage des molécules, des jauges radiométriques, soit des détecteurs de fumée, des radiotraitements chimiques, radiotraitements biologiques. Il y a des sources non scellées. On utilise des radioéléments, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour l'étude hydrologique, par exemple, pour les tests de ventilation. On utilise cette radioactivité volatile, la détection de fuites gazeuses, la fabrication d'objets lumineux. Généralement, pour les tests de ventilation, actuellement, on utilise des fumigènes plutôt que des sources radioactives. Voilà donc une jauge. Vous voyez là, vous voyez un peu la signalisation. Attention, il y a une source radioactive qui est scellée ici. Il y a une citerne et les rayonnements ionisants vont traverser, comme vous le voyez ici. Par exemple, voilà une jauge de niveau. Donc là, c'est de l'améridium et du beryllium. C'est avec une activité d'un curie. Vous voyez? Là, on revient au curie, on revient au becquerel, puisque c'est de la radioactivité. Et ça va traverser, ça va vous donner une image
par rapport à l'atténuation des rayonnements. Là où ils ne sont pas du tout atténués, c'est que le rayonnement a traversé le gaz. Une fois que c'est amoindri, on sait que c'est de la mousse, on sait que là, c'est du pétrole. Mais quand ça traverse moins, on sait qu'il y a un sédiment. Donc, il y a un accrochage des rayonnements ionisants, ça ne passera pas de l'autre côté. C'est le principe de la radiographie, mais là, on fait traverser les rayonnements ionisants gamma, notamment. On l'utilise aussi dans l'industrie agroalimentaire on fait, là, c'est une irradiation, si vous voulez, des aliments. Pourquoi? Pour les conserver plus longtemps. Au fait, c'est pour tuer ce qui est biologique. Donc, tous les micro-organismes qui sont dans les oignons, la patate, seront irradiés. L'aliment en question sera gardé longtemps. Généralement, je crois qu'il y a quelque chose comme ça au niveau du CRM. L'irradiation des aliments, je vous ai dit, c'est pour inactiver les organismes nuisibles, l'inactivation des micro-organismes responsables de l'intoxication alimentaire, notamment les salmonelles. Il y a aussi la durée de conservation par réfrigération qui est prolongée, la lutte contre les parasites et les insectes, et on inhibe aussi la germination. Donc, c'est bon pour conserver les aliments. Est-ce qu'il y a un risque pour la santé? Il n'y en a pas, puisqu'il n'y a pas de contamination, c'est une irradiation. C'est quand je fais un téléthorax, hop, j'ai des rayonnements qui me traversent, mais une fois dehors, non. Contrairement à la scintigraphie, si je subis une scintigraphie, je continuerai à rayonner au moins dans les 8 heures qui suivent. Il ne faut pas qu'il y ait une femme enceinte à côté de moi, etc. Voilà un appareil de gammagraphie. Voilà. Et la source, elle est à l'intérieur. Donc, vous voyez ce tuyau-là, là, le monsieur, il va faire sortir, si vous voulez, par là, l'accrochage, la source. La source, elle est ici. Et là, on l'a vu la dernière fois avec le monsieur qui s'est brûlé, je ne sais pas si c'est au Brésil ou ailleurs, avec un radiodermite bien sévère, puisqu'il est décédé 2 ans après. Et ben, c'est de la taille de la petite pièce de monnaie. Hein. Voilà, donc pour les appareils de gammagraphie, les différentes sources, généralement, c'est de l'iridium. Et ça, c'est une petite pièce de monnaie. Il y a l'industrie nucléaire. L'industrie nucléaire, في الجزائر ما كانش مازال عندنا البترول. Donc, dans l'industrie nucléaire, par contre, il y a de grands risques de dépassement de dose. C'est pour ça qu'on est trop sévère par rapport à la radioprotection dans le domaine du nucléaire. Les détecteurs de fumée maintenant, ce sont des émetteurs alpha, mais ils disparaissent parce que il n'y a pas de risque de contamination ici, parce que c'est alpha, donc ils ne traversent pas. Mais par contre, c'est un déchet à gérer. D'accord? Et là, il y a d'autres détecteurs qui prennent la place de ces détecteurs à base de rayonnement ionisant. Vous êtes toujours là, mes chers résidents? Je ne vous entends pas respirer. Oui, on est là pour ça. Très bien. Donc, voilà un petit peu les diverses utilisations des rayonnements ionisants, que ce soit dans le domaine médical et le domaine non médical, avec les risques d'irradiation et les risques d'irradiation et de contamination, qui, j'espère, sont clairs pour vous. Maintenant, place à la radioprotection. Ces rayonnements ionisants sont dangereux, nous l'avons vu, il y a un pouvoir d'ionisation, il y a une destruction tissulaire, des effets radiodéterministes et des effets non radiodéterministes qui ne dépendent pas de la dose seuil. C'est-à-dire qu'il faut quand même se protéger. Donc, il est possible aujourd'hui de prévenir les conséquences liées à l'utilisation des substances radioactives par l'institution d'un contrôle médical rigoureux, puisqu'il y a une surveillance, il y a le respect de certaines règles fondamentales de radioprotection et le recours à des moyens de prévention appropriés. Donc, il y a une maîtrise, si vous voulez, une meilleure maîtrise de l'exposition au rayonnement ionisant aujourd'hui. La radioprotection, c'est quoi? La radioprotection, elle désigne un ensemble de mesures, aussi bien techniques que réglementaires. Ce sont des mesures techniques et réglementaires prises par les pouvoirs publics pour assurer la protection de l'homme et son environnement contre les effets néfastes des rayonnements ionisants. C'est-à-dire que cela ne concerne pas seulement les travailleurs, elle concerne aussi les patients et elle concerne le public. Donc, la radioprotection est une discipline qui est fortement réglementée et à l'échelle internationale. Et elle connaît un très haut degré d'harmonisation à l'échelle internationale. Je connais les organismes à l'échelle internationale. Nous avons, là, je ne sais pas, je crois que la diapo, elle a sauté. Nous avons l'AIEA, donc l'Agence internationale d'énergie atomique. Là, on a une autre, c'est la Commission internationale de protection radiologique, qui a un rôle d'expertise, de recherche, d'élaboration de recommandations et de principes généraux qui travaillent au profit de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Nous avons à l'échelle européenne
l'équivalent, si vous voulez, de la CIPR, c'est l'Euratom, c'est la Commission des communautés européennes dans l'énergie atomique. D'accord, elle a aussi un rôle d'élaboration et de directives et de réglementation. Mais l'Algérie est membre de l'AIEA, donc elle suit les directives internationales de l'AIEA et de la CIPR, de la Commission internationale de protection radiologique. En Algérie, comme institution en matière de radioprotection, vous connaissez certains, vous connaissez le COMENA. Et avant le COMENA, le Haut Commissariat à l'énergie atomique, hein, c'est un peu vieux, c'est le HCR, c'est le HCA, pardon. Le HCA, c'est le Haut Commissariat à l'énergie atomique. Mais actuellement, il est remplacé depuis 1996 par le Commissariat à l'énergie atomique, le COMENA. De cas, ils ont un immeuble tout en verre, et ils sont sortis de l'ancienne localisation Wincon CRNA, en face l'Horacie. D'accord. Et c'est le commissariat à l'énergie atomique qui assure les activités notamment de radioprotection. Et ces activités de radioprotection, derrière le COMENA, elles sont confiées au Centre de recherche nucléaire d'Alger. C'est le CRNA. Et je vous ai dit tout à l'heure, je crois qu'il y a deux de vos collègues qui n'étaient pas là, il y a une visite qui est prévue courant mois de juin au CRNA, au Centre de recherche nucléaire d'Alger. Et dans le centre de recherche nucléaire d'Alger, nous avons un centre de radioprotection et de sûreté. Et c'est ce centre de radioprotection et de sûreté qui est notre interlocuteur, nous, en tant que médecins du travail, dans la surveillance notamment des expositions professionnelles par la dosimétrie et l'anthropogammamétrie. Donc, le CRNA, quel est son rôle? Et notamment le CRS. Donc, il assure la surveillance dosimétrique externe, la dosimétrie interne, comme c'est l'anthropogammamétrie, dosimétrie externe des personnels exposés au rayonnement externe, la dosimétrie interne des personnels exposés à la contamination interne. C'est surtout cet organisme dont je vous ai dit tout à l'heure, le centre de radioprotection et de sûreté. Bien que maintenant, il paraît que l'organigramme, c'est eux aussi qui assurent les autorisations pour le transport des sources radioactives scellées et non scellées, la gestion des déchets radioactifs et la décontamination des lieux, la surveillance radiologique de l'environnement, les analyses isotopiques des produits alimentaires importés, ainsi que toutes les fonctions de l'éthanolage des appareils. D'accord, émetteur de rayonnement ionisant. Donc, le CRNA assure toutes ces fonctions. J'espère que vous aurez l'occasion de voir le service de dosimétrie externe, le service de dosimétrie interne, peut-être même les analyses isotopiques des produits alimentaires importés. Il n'y a pas que les analyses des produits alimentaires importés qui sont analysées, même quand ils importent n'importe quel matériau, on le fait analyser. C'est comme ça qu'on a su qu'à une époque, du fer, l'Ukraine, je ne sais plus quel pays, ils ont dit, ah non, la teneur en radioisotope est trop importante. Avec l'Ukraine, la Suède, la radioactivité augmente. Je vais vous l'expliquer, peut-être qu'il y a une explication. Donc, les matériaux, des fois, sont fortement radioactifs. Donc, il y a dans les habitations une production de rayonnement ionisant et du radon, notamment. Maintenant, il y a le COMENA. Suivez avec moi. Nous avons le COMENA, Commissariat à l'énergie atomique, le COMENA qui est le CRNA. Le CRNA, il est son ancienne localisation. Le COMENA, maintenant, s'est détaché. Il avait une structure dans le CRNA. Maintenant, il a une structure à part. Mais ce n'est plus lui qui va gérer certaines choses depuis la nouvelle loi sur les activités nucléaires en Algérie. C'est la loi 1905. S'il vous plaît, vous notez ça. Il y aura du nouveau en matière de radioprotection à partir de l'année 2023. On a des expositions professionnelles, évidemment, à partir de cette loi, en application de la loi 1905. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Les objectifs sont les mêmes. Vous vous rappelez certainement en matière de... Est-ce que vous connaissez la réglementation, la législation en matière de rayonnement ionisant? Vous avez une idée ou pas? Allô? Non. Non. Qu'est-ce qu'on a comme réglementation? En matière de rayonnement ionisant, nous avons des décrets présidentiels. Il y en a des décrets présidentiels. La loi numéro 19 va abroger ce qu'il y a déjà
avant. Donc attention, il y a du nouveau qui m'est d'accord. Donc il y a cette loi déjà, 1905, relative aux activités nucléaires. Elle définit le cadre législatif et réglementaire des activités mettant en jeu les matières nucléaires et les sources radioactives. On a les sources radioactives, ça inclut les sources scellées, les sources non scellées et les appareils émetteurs de rayonnement. Et elle a aussi pour objet d'assurer la radioprotection, que ce soit de la santé humaine, de l'environnement, ainsi que les effets pour les générations futures. Au fait, quand on vous dira, c'est quoi le dorénavant, hein, c'est quoi le dispositif de la légal de la radioprotection en Algérie, vous citez la loi numéro 1905. D'accord? Et pourquoi je vous le dis maintenant et pas après? C'est à cause du COMENA, du CRNA qui assure tout ça. Maintenant, il y a un autre organisme, c'est l'autorité de sûreté et de sécurité nucléaire. Ça, c'est un nouvel organisme, mazal ma khajouch les textes les prérogatives, mais déjà dans la loi 1905, avec les prérogatives et attributions de contrôle réglementaire des activités nucléaires continuent d'être exercées par le COMENA en attendant la mise en place de l'autorité de sûreté et de sécurité nucléaire avec les prérogatives nécessaires et l'indépendance requise. Quand je vous dis qu'il y a l'Agence internationale d'énergie atomique et la CEPR, ça c'est international. En Algérie, on a le COMENA. Mais dorénavant, il n'y aura plus le COMENA. Il n'y aura pas que le COMENA pour les contrôles. Il y aura cette fameuse autorité de sûreté et de sécurité nucléaire qui sera indépendante et qui aura des prérogatives, les RAHOM. Donc, elle relève du COMENA. Est-ce que vous avez compris? Oui, professeur. Ça, c'est du nouveau. Donc, nous allons avoir une autorité de sûreté et de sécurité nucléaire. Les décrets. Donc, nous allons. Qu'est-ce que ça va changer pour nous, médecins du travail? Peut-être pas grand-chose. Mais il faut quand même rester informé pour certaines choses pour être à la page en matière de radioprotection. D'accord? Donc, le pouvoir pour l'inspection, le pouvoir va être donné à l'autorité de sûreté et de sécurité nucléaire de contrôler à tout moment et son initiative toutes les installations nucléaires et celles abritant des matières nucléaires et des sources de rayonnement ionisant. Les inspections sont conduites par un corps d'inspecteurs créé à cet effet. C'est-à-dire que dorénavant, on ne verra pas le COMENA faire le contrôle, mais on verra des inspecteurs de l'autorité de sûreté et de sécurité nucléaire. Quand ça sera le cas, Inch'Allah, vous ne serez plus résidente, vous serez quelque part, Inch'Allah, où vous serez bien, vous aurez affaire à ces inspecteurs et voilà, pas dire, on n'a jamais se mettre de l'autorité de sûreté et de sécurité nucléaire en Algérie. Autorité de sûreté et de sécurité nucléaire. Ça, c'est pour la mise à jour et la veille réglementaire. D'accord? D'accord. Ça. Et pourquoi j'en parle aussi de la loi 1905? C'est parce que bon, j'ai été membre d'un comité en qualité d'expert pour valider un projet de décret exécutif relatif aux règles de sûreté des sources de rayonnement ionisant et de radioprotection. C'est-à-dire qu'il y aura du nouveau en matière de radioprotection pour les expositions professionnelles. Est-ce que réellement il y aura du nouveau pour nous? Non, pas grand-chose, mais vous aurez de nouvelles références. Ce ne sera plus les références de 2016. D'accord? هذا le projet مازال هذا قرعوها وراح يخرج في 2023 vers la fin 2023 حيخرج هذا le décret exécutif. D'accord? D'accord. Inch'Allah. Inch'Allah. Quels sont les principes de la radioprotection? Si on veut protéger les travailleurs contre cette exposition, il faut jouer sur 3 facteurs que vous connaissez. Il y a la distance par rapport à la source, n'est-ce pas? Plus on va s'éloigner, moins on sera exposé, parce que ça va dépendre de l'énergie du rayonnement et de son parcours. Un électron, il a un grand parcours, les X et les gamma, pas les neutrons, pas les... D'accord? Donc, la distance par rapport à la source, il est connu que quand on s'éloigne d'un mètre, on est exposé plutôt 4 fois moins de doses reçues. Il y a le temps de l'exposition. Je vous ai dit, vous êtes exposé sur 8 heures, vous recevez la dose sur 1 heure, ce n'est pas la même chose. C'est pour ça qu'il y a l'importance du débit de dose.
le temps d'exposition minimal. Il y a évidemment les écrans de protection. Donc, on a le principal moyen de radioprotection, c'est la distance. Et c'est ce qu'on utilise dans la gammagraphie, c'est qu'on a un long tuyau pour acheminer la source et on se met vraiment à distance. Le temps d'exposition minimal, il faut agir très vite pour ne pas prolonger le temps d'exposition. Et s'il y a nécessité, on mettra des écrans de protection. Distance, temps d'exposition, écran de protection. Voilà les moyens de prévention de l'exposition externe, c'est-à-dire l'irradiation. La distance, le temps d'exposition qui doit être le plus minimaliste possible, les écrans de protection. 3 principes fondamentaux de la radioprotection professionnelle. La justification de l'utilisation des rayonnements ionisants. Ce principe il est valable pour l'exposition aussi des patients, c'est-à-dire toute activité humaine susceptible d'entraîner une exposition aux rayonnements ionisants doit être justifiée par les avantages qu'elle procure pour la société. Dans le domaine médical, est-ce qu'il y a une justification à utiliser des rayonnements ionisants? Oui, nous les utilisons pour traiter et nous les utilisons pour diagnostiquer. D'accord, donc je justifie cette utilisation. Pour le patient, vous devez, en tant que médecin, parce que vous avez les 2 rôles, vous êtes médecin et vous êtes médecin du travail, vous devez justifier l'utilisation, pour la prescription, de l'exposition au rayonnement ionisant. C'est pour ça qu'on dit, attention, évitez de demander des scanners quand vous pouvez demander une radio. Évitez de demander des radios, c'est déjà le patient a déjà fait des radios. Donc, les médecins doivent faire attention à l'exposition des patients. La prescription doit être justifiée. Je passe à l'optimisation de la radioprotection. L'optimisation de la radioprotection veut dire que l'exposition des individus et des populations doit être maintenue au niveau le plus bas possible que l'on puisse atteindre. Donc, il faut baisser l'exposition au plus bas niveau autant que faire se peut conformément au principe ALARA qu'on utilise dans toutes les expositions professionnelles, c'est-à-dire minimiser l'exposition. Minimiser l'exposition en rayonnement ionisant, ça veut dire la distance, respect de la distance. Pourquoi? Parce que normalement, c'est un effet inverse. Les écrans et le temps de l'exposition. D'accord? Il y a pour le professionnel la limitation. Pour le médical, c'est-à-dire pour le patient, il n'y a pas ce principe de limitation de dose. S'il doit aller en radiothérapie pour guérir de son cancer, il lui faudra la dose qu'il faudra, même si on sait que cette dose aura des effets secondaires. Et pour ne pas le tuer, il va y avoir un fractionnement de cette dose. Mais il n'y a pas de limitation de dose pour le patient. Nous allons là où il faut aller, à la dose qu'il faut aller pour avoir le bénéfice thérapeutique. Par contre, dans l'exposition professionnelle, il y a la limitation des doses individuelles. Les limites sont choisies suffisamment basses pour qu'aucun effet déterministe n'apparaisse. Maintenant, vous savez c'est quoi un effet déterministe. C'est-à-dire, on choisit ces limites de dose de telle façon à ce qu'aucun signe du syndrome aigu d'irradiation généralisé ou localisé au niveau de la peau là, ne puisse apparaître. Et aussi, diminuer la probabilité des effets stochastiques, c'est une dose qui pourrait être tolérable ou acceptable. Vous savez qu'il y a une limitation de dose, on l'a dit, pour les travaux, pour l'équivalent, pour la dose efficace, qui est de 20 millisieverts en moyenne l'année. C'est une dose qui, normalement, la probabilité pour qu'on soit touché d'un cancer qui est lié au rayonnement ionisant, elle est très faible. Et ce sont des doses d'exposition qui mettent à l'abri les travailleurs du syndrome aigu d'irradiation. Donc, je répète, 3 principes fondamentaux de la radioprotection. La justification. Il faut justifier l'utilisation des rayonnements ionisants. Limiter les doses d'exposition des professionnels, que ce soit médical ou autre. Optimiser la protection des travailleurs en utilisant le temps, la distance et les écrans, comme on l'a dit tout à l'heure, pour maintenir l'exposition au plus faible niveau possible. Principe ALARA, comme je viens de le dire. La durée d'exposition, le temps de l'exposition, comme vous le voyez ici,
Vous savez que la dose reçue d'une source radioactive, désolé, j'aurais dû enlever d'une certaine dose, est directement liée au temps d'exposition. On l'a dit. Exemple, 1 heure, on reçoit 100 microsieverts. 2 heures, vous recevez 200 microsieverts. Être exposé 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 8 heures, plus le temps est là, plus la dose va augmenter. D'accord. Et 10 heures, c'est 1 millisievert, par exemple. C'est clair? Donc, le temps d'exposition est un critère de radioprotection. Le temps d'exposition, il faut le réduire. Pourquoi? Parce que la dose est proportionnelle au temps de l'exposition. La distance, j'en ai parlé tout à l'heure, il faut augmenter la distance par rapport à la source. C'est un principe de prévention, la radioprotection. Pourquoi? Parce que le débit de dose est inversement proportionnel au carré de la distance. D'accord? Ça veut dire quand on double la distance, eh ben, on divise par 4 la dose reçue. Donc, à 2 mètres, par exemple, on a un quart. Si on est à 1 mètre, on a la moitié. Déjà, d'accord? À 3 mètres, on a 1/9 de la dose initiale. D'accord? Est-ce que c'est clair? Oui, professeur, c'est clair. Nous avons le temps. Donc, la dose est proportionnelle au temps. Nous avons la distance. On a la dose reçue et est inversement proportionnelle au carré de la distance. Ensuite, il y a les écrans, c'est-à-dire le blindage. Donc là, on va utiliser des écrans en fonction des types de rayonnement. On avait dit que les alpha, les bêta sont facilement atténués par exemple, du papier ou de l'aluminium, pour les bêta notamment. Par contre, les gamma et les X, ils ont un pouvoir de distance de dissémination trop long. Il faut du plomb. C'est pour ça qu'il faut des chambres plombées, des écrans plombés. Par contre, pour les neutrons, il n'y a que le béton qui les arrête. Hein. Une grande épaisseur de béton en plus. Et en radiothérapie, pourquoi on est dans des bunkers, si vous voulez? Parce qu'il y a pratiquement 1 mètre de béton et les murs sont plombés. Pourquoi? Parce qu'on utilise des X, mais à des fortes énergies. Comme c'est de l'ordre du MeV, c'est du méga électronvolt. Ce n'est plus du kilo électronvolt, c'est du méga. D'accord? Donc, les écrans, c'est en fonction des énergies. Et les écrans que vous connaissez dans la radiologie classique, c'est la blouse plombée, n'est-ce pas? Oui. La blouse plombée est un écran. Et en plus, la blouse plombée, ça dépend de son épaisseur. 1 mm, 5 mm, ou le mettre 5 mm. Le mettre 5 mm, l'interventionnel. 1 mm pour la radiologie conventionnelle, ça suffirait. Ça dépend des énergies, je vous dis. Ça dépend aussi du temps d'exposition et des écrans qui existent. Par contre, vous allez, si vous vous documentez, les écrans en médecine nucléaire, ils ne servent à rien. Comprenez pourquoi? Parce que ce sont des gamma. Le plomb ne suffira pas. Le 5 mm radec ne suffira pas à arrêter les énergies gamma de la médecine nucléaire. Il lui faudrait une blouse plombée, les touzens, 60 kg. Et là, il ne pourra pas la porter, le manipulateur. C'est pour ça qu'on utilise des enceintes blindées, des hautes, on utilise des locaux fermés où on manipule en dépression dans des hautes. On ne peut pas manipuler un radioisotope sur une paillasse et la blouse plombée ne servira à rien. Par contre, le classique appareil émetteur de rayonnement, si on va plomber, on va le mettre derrière un écran plombé, ça suffit, on va mettre la distance puisqu'il sera au moins à 2 mètres du tube. En plus, un paravent qui le protège. Donc, la radioprotection va dépendre de l'utilisation des rayonnements ionisants. Le cadre réglementaire en Algérie, la réglementation. Maintenant, nous avons une législation. C'est la loi 1905. Les textes d'application en matière de radioprotection. Donc, actuellement, il y a une réglementation très stricte pour la protection des personnes, protection des travailleurs, protection du public et de l'environnement, protection des patients et protection des personnels d'unités d'intervention d'urgence. Donc, protéger toute personne qui est potentiellement exposée au rayonnement ionisant. واش عندنا de valable jusqu'à ce jour. عندنا هنا un décret présidentiel. Ce n'est pas un décret exécutif parce qu'avant la loi 1905, il n'y avait pas de loi concernant la radioprotection. Il n'y avait pas de loi concernant la sûreté et la sécurité nucléaire. كان عندنا des décrets présidentiels. D'accord.
On a le 05117, خرجوا كاع في 2005, le 05117, décret présidentiel relatif aux mesures de protection contre les rayonnements ionisants qui intègrent, comme je viens de le dire, la protection des travailleurs, du public et de l'environnement. HADA, il va être abrogé cette année. En 2023, il va être abrogé. Et je vous ai parlé tout à l'heure du projet d'un décret exécutif de la loi 1905. D'accord? Nous avons d'autres décrets, notamment le 0510. Là, le décret sur lequel nous travaillons actuellement, c'est le 0517. D'accord? Fait la radioprotection professionnelle. Après, il y a le 0519 pour le décret de la gestion des déchets radioactifs. Là, c'est les transports routiers des substances dangereuses. Il y a d'autres décrets. D'accord? Pour le 0517, par rapport à la radioprotection au milieu professionnel, il interdit l'emploi pour les travailleurs de moins de 18 ans. Ça va être maintenu. À l'exclusion des travaux à des fins de formation pratique, ça va être maintenu. Fixer les limites de dose, ça va être maintenu aussi, et prévoir la mise en place de dispositifs de protection radiologique ainsi que le port d'équipements de protection individuelle. Ça va être maintenu. Prévoir l'examen médical avant toute affectation au poste de travail et le changement de poste de travail pour les femmes enceintes. Là aussi, ça va être maintenu. Mais ça ne sera plus la référence de décret présidentiel 0517. Ce sera un autre décret. Il sera exécutif de la loi 1905. Il sera abrogé, même si le contenu reste identique pour la plupart des choses. D'accord. C'est les mesures de protection. On a des arrêtés, par contre, des arrêtés de 2015. On a en 2005, pardon, le 0517, le décret présidentiel, c'est notre base réglementaire. Ensuite, nous avons des arrêtés pour le médecin du travail. Nous avons l'arrêté de 10 novembre 2015 relatif à la surveillance médicale des travailleurs exposés au rayonnement ionisant. Il y a un arrêté interministériel qui fixe les conditions d'utilisation des dosimètres individuels. Nous avons un arrêté aussi de 20 janvier 2011 qui fixe la signalisation particulière. Les arrêtés Kamel, ils vont être abrogés également parce qu'il faut d'autres arrêtés pour le nouveau décret exécutif de la loi 1905. D'accord. Est-ce qu'il y a de précis dans le suivi médical? Donc, il y a une protection médicale des travailleurs exposés à des rayonnements ionisants. Les travailleurs de la catégorie A doivent faire l'objet d'une surveillance médicale particulière qui comprend un examen médical approprié avant toute affection à un poste de travail. C'est-à-dire qu'avant d'être exposé, il faut un avis d'aptitude. Les examens médicaux périodiques, dont la fréquence et la nature, sont définis par la réglementation en vigueur. Là, vous savez que c'est tous les 6 mois. Il y a des examens aussi complémentaires, soit pour l'aptitude, soit pour la surveillance de l'exposition. La surveillance dosimétrique et la surveillance en entrepôt gammamétrique. Vous me suivez, les résidents? Oui, professeur. Ça. Ici, la catégorie A, elle va disparaître. Il n'y a plus de distinction de travailleurs en catégorie. Avant, il y avait la catégorie DATR et non DATR, directement affectés aux travaux sous rayonnement et non directement affectés aux travaux des rayonnements. En 2005, ils ont changé. Avec une catégorie A et catégorie B. Dans la nouvelle législation et réglementation, on ne parle plus de catégorie A et de catégorie B. On parlera de travailleurs exposés. Est-ce qu'il faudra un examen médical et une aptitude? Ça n'a pas changé. D'accord? Ça ne changera pas. Donc, il faudra d'autres arrêtés, mais on reprendra un peu la même chose. Les limitations de dose. Là, ça va changer. Mais il n'y a pas de catégorie A, de catégorie B. Tout travailleur de la catégorie A doit subir un examen médical s'il a été soumis à une exposition totale supérieure aux limites de dose suivantes. La dose efficace de 20 millisieverts par an en moyenne sur 5 années consécutives. 20 millisieverts en moyenne sur 5 ans. Ça veut dire 5 ans, les 100 millisieverts, c'est ça? Pour la dose efficace. Ce qui est dit dose efficace, c'est dose corps entier. La dose moyenne limite d'exposition par an, elle est de 20 millisieverts par an. C'est une moyenne sur les 5 ans. Ça veut dire un des 100 millisieverts fi 5 snin, sans toutefois dépasser la dose efficace de 50 millisieverts en une seule année. Retenez-moi ça, s'il vous plaît. Je parle de dose efficace et non pas de dose équivalente. Dose efficace corps entier. 20 millisieverts en moyenne par an sur 5 ans.
Ça veut dire qu'il y a 100 millisieverts fait 5 ans, mais il ne pourra pas dépasser 50 millisieverts l'année. Quand vous avez un dépassement de dose, l'industrie nucléaire, vous n'aurez pas de syndrome aigu d'irradiation, vous allez avoir 20 millisieverts, vous allez avoir 100 millisieverts, vous êtes loin de 1 gré. 1 gré, ça veut dire, pour les gamma et les X, ça veut dire 1 sievert, ça veut dire 1000 millisieverts. رانا بعاد 100 millisieverts في 5 سنين رانا بعاد على 1000 millisieverts اللي يقدر يمد لي une atteinte minime au plan hématologique. Donc attention, ne paniquez pas. Faites une enquête pour comprendre ce qui s'est passé parce que nous voulons le principe ALARA, le minimum d'exposition possible. Que s'est-il passé pour qu'il y ait un dépassement de dose, qu'il soit trimestriel, parce que m'a dit 20 par 4, ou là annuel, ou là sur les 5 ans, les 100 millisieverts. Je vous ai donné tout à l'heure l'exemple du travailleur qui fait de la gammagraphie, il rejette avec une surveillance dosimétrique pour le trimestre, la lecture du dosimètre 100 millisieverts. Ça veut dire qu'il a reçu en un trimestre ce qu'il devait recevoir, ce qu'il ne devait pas recevoir, c'est-à-dire le maximum qu'il aurait pu recevoir en incident, 100 millisieverts. Alors que même les 20, il ne doit pas les recevoir. Mais on peut tolérer 20 millisieverts en moyenne par an, on peut tolérer au moins 100 millisieverts sur les 5 ans, on peut tolérer le dépassement de 50 millisieverts sur une seule année. Parce que là, quand il y a 2 années, 1 de 50, là, déjà, il a consommé ses 100 millisieverts. Vous devez le retirer. Mais là, est-ce que je dois me paniquer? Non, je dois convoquer le patient, le travailleur, je le tranquillise, je lui fais un examen clinique, je fais ma VP, je fais une formule de référence, je le convoque après quelques temps pour une formule. À la belle et que cliniquement, je ne vais rien déceler. Et qu'au niveau de l'aptitude, tant que je suis au-dessous des 50 millisieverts, ça ne remet pas l'aptitude. Mais par contre, il faut faire une enquête, il faut aller tarabuster le chef de service, tarabuster l'équipe pour qu'il respecte les règles de radioprotection. Pourquoi tout ça? Même si vous ne voulez pas y aller, on vous appellera pour y aller. Parce que le CRNA va envoyer un fax à l'employeur, lui dire, écoutez, vous avez un dépassement de 20, qui est de 20 millisieverts, qui est de 50, qui est de 100, il faut nous renvoyer l'enquête. Et là, il y a une enquête administrative et une enquête médicale. L'enquête médicale, c'est le médecin du travail. Il va répondre, j'ai reçu le patient, il semblerait qu'il ait reçu 20 millisieverts, 50 millisieverts, 100 millisieverts. Cliniquement, il n'y a rien. Il faut toutefois signaler qu'à ces doses-là, on ne s'attend pas à trouver quelque chose au plan clinique. Néanmoins, par souci ou par, principe de précaution, j'ai fait une formule qui est revenue normale et que maintenant, il faut enquêter sur les causes et éviter la récidive. Et vous voyez pourquoi il y a eu ce dépassement. S'il y a un manque de moyens en radioprotection, s'il y a un manque d'application des bonnes pratiques, vous signalez cela et vous y remédiez. Pas vous devez faire vos recommandations pour qu'on y remédie. Voilà un peu la conduite à tenir en cas où vous aurez un dépassement. Ne vous affolez pas, il n'y a rien à faire. Ne mettez surtout pas la personne en arrêt de travail, ne paniquez pas et ne faites pas paniquer le patient. Donc, les examens médicaux, qu'est-ce qu'on a? On a un examen clinique général, il n'y a rien de nouveau. Médecine du travail, quand vous faites votre VPR, examinez le patient, faites un bon examen clinique, le plus complet possible. On exige de vous un examen hématologique de référence, une formule, même si ça ne sert vraiment à rien, des examens complémentaires selon la nature de l'exposition. D'accord. Donc, il faut un interrogatoire, un examen clinique complémentaire, complet. On demande des antécédents professionnels et médicaux pouvant faire courir un risque aux travailleurs. Est-ce qu'il y a une hémopathie qui est là, vous en faites le diagnostic. Est-ce qu'il y a d'autres pathologies, notamment les atteintes ORL, les atteintes pulmonaires, les atteintes de la peau, psoriasis, etc. S'il y a un risque de contamination. Sinon, il n'y a pas vraiment d'avis d'inaptitude à formuler. Il y a une estimation des équivalents de doses antérieurement reçus pour des raisons médicales ou professionnelles. On fait un historique puisque le dossier est considéré comme étant spécial. Donc, il faut évaluer à quelle dose le travailleur a été exposé professionnellement.
C'est par exemple pour une période donnée de la carrière professionnelle, l'équivalent de dose cumulée est inconnu, on va le considérer comme étant égal à l'équivalent de dose maximale admissible pour cette période. C'est-à-dire qu'il vient d'un autre secteur, il vous dit moi je ne sais pas, ou là la dosimétrie je ne sais pas. Vous considérez que déjà là, les 20 millisieverts l'année, ou là les 50 millisieverts en moyenne maximale, ou là les 100 millisieverts, vous prenez nos précautions. Donc, il faut voir s'il n'y a pas d'affection héréditaire susceptible de perturber l'interprétation de votre formule. Est-ce qu'il ne présente pas une affection ou là, une thérapeutique qui va avoir un retentissement hématologique, notamment une corticothérapie ou là qui serait incompatible avec une exposition au rayonnement ionisant. Ça se discute au cas par cas. Pourquoi vous faites cet examen clinique? C'est pour voir s'il n'y a pas des affections aiguës chroniques, évolutives, et apprécier l'importance de leurs répercussions sur la fonction des risques, en fonction des risques aux expositions qu'on a. Le risque qui requiert beaucoup de notre attention, c'est le risque de contamination. Donc, en cas d'irradiation externe, l'examen est orienté vers la recherche notamment des atteintes hématologiques. Ophtalmologique, c'est déjà, il fait par exemple une cataracte, ou là, dermatologique, s'il fait déjà des problèmes cutanés. En cas de risque de contamination interne, là, on va voir s'il n'y a pas un risque de rétention importante des radionucléaires, notamment au niveau des voies respiratoires. C'est pour ça qu'on demande un téléthorax, une spirométrie. On va, par exemple, s'il a déjà au niveau de la peau, s'il a un psoriasis ou là un eczéma, ça risque d'être moyen. C'est un manipulateur. Hein. Attention, tout à l'heure, quand j'ai parlé de la radioprotection des travailleurs en imagerie ou là en médecine nucléaire, attention aux médecins. La radiologie conventionnelle, les médecins ne manipulent pas. Ils assurent la lecture des clichés. Donc, leur exposition est moindre. La radiologie classique, quand ils vont faire de l'interventionnel, oui. Sinon, non. Attention donc aux inaptitudes et aux restrictions. Ça se discute avec le concerné au cas par cas. Ne vous précipitez pas vers l'inaptitude. Étudiez bien le poste de travail. Quand bien même la personne aurait fait un cancer et qu'elle est partie en MLD, elle revient, elle voudrait reprendre son travail, vous n'allez pas vous dire non, elle a déjà fait un cancer, je ne vais pas l'exposer à un cancérigène, il faut évaluer le risque, je dis l'éviction. D'accord, c'est ça le principe. Maintenant, si c'est quelqu'un qui a un psoriasis et qui manipule le radioisotope, c'est un manipulateur au labo chaud, et bien là, par contre, il faut voir un peu les conditions, il y a risque de restriction d'aptitude. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on aura des difficultés à décontaminer la peau ou bien aussi le problème quand il y a une perforation tympanique, etc. C'est pour ça que ces examens, l'examen clinique est très important, l'examen de la peau, l'examen de ORL, etc. Toutes les portes d'entrée. D'accord. Donc, on fait un hémogramme qu'on peut compléter par un bilan hépatique et rénal, notamment quand il y a une exposition au risque de contamination, pour qu'on sache un peu s'il va éliminer rapidement ou pas. On demande une radiographie standard. C'est surtout pour les personnes qui ont des risques de contamination interne et les épreuves fonctionnelles respiratoires, comme quoi, en cas de contamination, il y aura une rétention de la radioactivité au niveau du poumon et des effets délétères par la suite. Et là, évidemment, vous pouvez demander d'autres examens complémentaires comme une VP classique. En matière de radioprotection, il y a un dossier médical spécial qui doit être tenu par le médecin du travail. Honnêtement, règlement spécial, je ne vois pas ce qu'il a de spécial. On a une fiche de poste de travail, ce n'est pas toujours fait. Une fiche de suivi dosimétrique, nous avons des fiches de suivi dosimétrique de tout le personnel et non pas dans le dossier, mais c'est la fiche. On a les dates et les résultats des examens médicaux pratiqués, puisqu'on fait une VP normale, on fait une VP spéciale 6 mois après. Encore faut-il la faire. D'accord? Donc, mais n'empêche que réglementairement, il faut un dossier médical spécial. Fiche de poste, vous devez faire hein, manipulateur en médecine nucléaire, manipulateur en radiothérapie, manipulateur radio, radiologie conventionnelle, etc., interventionnelle, etc. Les FNS, etc. Le dossier doit être gardé au moins 30 ans. Pourquoi? Parce que ça correspond au délai de prise en charge le plus long pour les cancers dus au rayonnement ionisant dans le tableau numéro 6. Dans les structures qui ont des dispositifs de radio, qui ont par exemple des sources radioactives
des sources nucléaires, que ce soit scellées, non scellées ou des appareils émetteurs, il faut mettre en place un dispositif de radioprotection. La médecine du travail, on assure cette surveillance médicale. Nous suivons les doses reçues par la dosimétrie et l'anthropogammamétrie pour le personnel exposé à la contamination. Vous délivrez votre avis d'aptitude. De toute façon, ils ne le réclament pas. Et c'est pour ça qu'ils ne viennent pas. D'accord. Mais par contre, d'un point de vue réglementaire, il y a en sus de la médecine du travail, il faut qu'il y ait d'autres personnes, notamment l'employeur ou le détenteur. Donc, on a le principe général de la radioprotection, c'est la justification, c'est la limitation des doses et l'optimisation. Donc, toute activité impliquant qu'on a une exposition ionisante doit être justifiée par les avantages qu'elle comporte, des avantages médicaux notamment. La limitation, elle concerne l'exposition professionnelle, pas l'exposition du patient. Elle concerne le public aussi, évidemment. La somme des doses ne doit pas dépasser les limites qui ont été fixées. L'optimisation, c'est les appareils émetteurs, notamment, et les sources. Il faut vraiment mettre un dispositif de radioprotection qui va maintenir au plus bas niveau l'exposition, autant que faire se peut. Quelles sont les limites de dose? Toujours dans le décret présidentiel 05-117, on a deux catégories. Vous me suivez? Oui, professeur. Très bien. On dit la catégorie A. On a la catégorie A, c'est une catégorie qui est susceptible de recevoir 3/10 de la limite de dose annuelle. D'accord, elle est susceptible. C'est-à-dire les 20 millisieverts que je vous ai donnés tout à l'heure. C'est un maximum à ne pas dépasser. D'accord, c'est une limite. Maintenant, qui est catégorie A, qui est catégorie B? Catégorie A, c'est ce qu'on appelait avant travailleurs directement affectés à des travaux sous rayonnement. Et dorénavant, en application de la loi 19.5, il n'y aura plus de catégorie A et de catégorie B. D'accord, on vous donnera les limites à ne pas dépasser ou classe. Donc, la catégorie A, ce sont les travailleurs qui sont susceptibles d'entraîner le dépassement des 3/10. Par contre, en France, ils ont gardé, même quand ils ont mis un jour dans le dernier texte de 2023, ils ont gardé la catégorie A, ils ont gardé la catégorie B. Ils sont libres. Mais nous avons l'AUA, donc on va suivre l'AUA. Catégorie, en fait, c'est des doses qu'on n'est pas vraiment censé dépasser dans notre pays. Et la catégorie B, qui correspond aux travailleurs non directement affectés à des travaux sous rayonnement, ce sont des travailleurs, d'accord, dans les conditions habituelles d'exercice, sont telles qu'elles ne peuvent normalement pas dépasser les 3/10. Mais ils peuvent dépasser le 1/10. D'accord. C'est pour ça que nous avons les doses. Avec la dose efficace, c'est le corps entier. La dose équivalente, ce sont la dose au niveau des extrémités, mains, pieds et chevilles, la peau et les cristallins. S'il vous plaît, j'insiste beaucoup, parce que la surveillance dosimétrique, la dose efficace, le corps entier, dose équivalente, ce sont les extrémités, mains, pieds et chevilles, peau et cristallins. Maintenant, pour tous les travailleurs, pour la dose efficace, il faut qu'elle soit en moyenne égale ou inférieure à 20 millisieverts sans dépasser 50 millisieverts. Par contre, pour les extrémités, c'est inférieur ou égal à 500 millisieverts. Pour la peau, c'est inférieur ou égal à 500 millisieverts le centimètre carré. Pour le cristallin, elle est inférieure à 150 millisieverts. D'accord. Est-ce que c'est clair? Oui, professeur. Pour les jeunes travailleurs, c'est 6 millisieverts. D'accord, mais avec autorisation préalable, c'est-à-dire entre 16 et 18 ans. 6 millisieverts avec les autres. Pour le cristallin, par exemple, 50 millisieverts. Les femmes enceintes, elles sont considérées comme le public. Le fœtus, il est dans le ventre de sa mère et n'a pas demandé à être exposé. Donc, la femme enceinte, elle porte, même si elle travaille, c'est pour ça qu'on leur fait des fois des aménagements de poste, bien qu'en radiologie conventionnelle, elles ne courent aucun risque. Comme en France, par exemple, il y a des primes
quand elles vont avoir un changement de poste, elles vont perdre cette prime. Et comme leur dispositif de radioprotection est très efficace, bien contrôlé, etc., et qu'un niveau de formation et d'information élevé de ces manipulatrices en radiologie, elles acceptent de rester manipulatrices durant leur grossesse. احنا ينجلوا يجيبوا هذيك la dispense. Mais احنا علاش نعطوها لهم؟ نعطوها لهم en appliquant le principe de précaution. Parce qu'il y a une probabilité qu'elle avorte spontanément. Je ne sais pas de combien il y a de pourcentage. Donc, si elle avorte spontanément وانا خليتها حضر على راسي انا. Non, انا ما عنديش حابه ندخل الحبس. Elle est enceinte نحيها. Principe de précaution. كيعيطوا لي يقولوا لي انت ما تعرفيش لا راديو بروتيكسيون elle court aucun risque. لا نعرف la radio protection على بالي بلي elle ne dépassera pas le 1 millisivert à son poste de travail. Ce n'est qu'une manipulatrice en radiologie, contrairement à la médecine nucléaire. فهموني مليح ها. Ou la radiothérapie c'est la même chose. Il n'y a pas de risque. بصح يقولوا non نحيها parce qu'il y a un côté médico-légal. Elle va nous poursuivre cette dame si elle fait un avortement pour une raison qui n'a rien à voir avec les rayonnements ionisants. تقول لك لا انتم حطيتوني في les rayonnements ionisants. Donc attention, nous appliquons le principe de précaution pour les femmes enceintes et c'est pour ça que nous faisons les évictions. Et elles n'ont rien à perdre. Au contraire, تدي le congé rien, au salaire تاعها ما يتبدلش. Si vous voulez qu'elle reste manipulatrice, c'est normal qu'elle voudrait se croiser les jambes dans un coin, garder en attendant son accouchement. Voilà pourquoi. Ailleurs, non, il y a des avantages. تبدلي changement de poste, vous n'êtes plus manipulatrice, les primes sont sautées, ou quand j'ai rien donc les primes sont sautées. Du coup, la dame elle se dit bon, moi je ne suis pas vraiment exposée, il n'y a pas de risque pour mon bébé, et ben, autant rester travailler. Voilà pour la femme enceinte. D'accord. Les femmes qui allaitent, par contre, elles ne doivent pas être affectées ou elles ne doivent pas être maintenues à des postes de travail. Il y a un risque d'exposition interne. Une manipulatrice en médecine nucléaire qui allaite, elle doit choisir. Il y a l'allaitement, il y a de كمل. Mais est-ce que l'employeur est obligé de lui changer de poste je ne pense pas. Hein. À un moment donné, il va falloir qu'elle choisisse. Donc, elle choisit entre la santé de son bébé parce que la radioactivité risque de passer dans le lait maternel et contaminer son bébé. Même il y a peut-être là que ça problème, le lait, si elle ne prend pas de précautions, d'accord? Donc, retenez-moi s'il vous plaît les 20 millisieverts. D'accord? Mais actuellement, pour le cristallin, ils vont rester dans le 20 millisieverts aussi. Hein. Là, c'est la limitation de dose. D'accord. Maintenant, après, il faut aussi, dans la classification de la catégorie A et la catégorie B, on a la catégorie A est susceptible de dépasser les 3/10 de la limite de dose, c'est-à-dire 6 millisieverts. La catégorie B, elle ne peut pas la dépasser. Les 6 millisieverts, les 3/10, ça fait 6 millisieverts. 20 millisieverts. D'accord? Catégorie A, catégorie B. Et de la classification des travailleurs, on détermine la classification des zones. Les zones en zone contrôlée et en zone surveillée. Là aussi, la différence entre les deux zones, c'est le fait d'être susceptible de recevoir les 3/10 de la limite annuelle. C'est-à-dire la catégorie A est censée évoluer dans la zone contrôlée. Donc, c'est une zone où les travailleurs sont susceptibles de recevoir 3/10 de la limite de dose annuelle. Là, la zone surveillée, c'est des travailleurs où les travailleurs ne sont pas susceptibles de recevoir les 3 fameux dixièmes. D'accord? هنا يقدروا يكون عندهم les 6 millisieverts, هنا لا. هنا catégorie A, la zone contrôlée, catégorie B, la zone surveillée. Voilà comment étaient définies les zones contrôlées, les zones surveillées, la catégorie A, la catégorie B. Mais maintenant, je vous ai dit, pour l'année 2023, qui خرج le décret exécutif de la loi 1905, هذا كاع حيتنحى. catégorie A تروح, catégorie B تروح, la zone contrôlée ما تروحش في التسمية تاعها, mais ils vont vous dire la zone contrôlée, c'est la zone où les travailleurs seront obligés de porter des moyens de protection, par exemple. C'est-à-dire que c'est l'employeur qui va déterminer la zone contrôlée. Elle n'est plus basée sur cette limitation annuelle de 3/10. Ça va disparaître. D'accord. Donc, pour la catégorie A, entre 6, ça doit être inférieur à, par contre, à 20 millisieverts, mais il peut recevoir ces millisieverts. La catégorie B, on a ces 3/10 ou 1/10, donc c'est 6 ou la 1. Pour les extrémités, pareil, etc. Vous n'allez pas retenir tout ça, mais sachez que maintenant, il y a la classification catégorie A et catégorie B, mais après, ça va disparaître. D'accord? Après, il y a un système d'autorisation et de contrôle.
Donc, vous ne pouvez pas acheter un appareil émetteur de rayonnement ou là une source scellée ou non scellée si vous n'avez pas cette autorisation qui va se baser sur la conformité des locaux où vous allez héberger cette source de rayonnement ionisant. Il y a les sources radioactives et les appareils émettant de rayonnement ionisant en fonction de leur nature. L'obligation d'un suivi dosimétrique, l'obligation par exemple pour les services de médecine nucléaire d'avoir des équipements de détection et de mesure de rayonnement, la surveillance médicale particulière des personnels tous les 6 mois avec la surveillance dosimétrique et l'anthropogammamétrie. Quand on génère des déchets, comme dans la médecine nucléaire, il faut des locaux spécifiques et un circuit de gestion des déchets radioactifs. Il faut avoir un plan d'urgence radiologique. Il faut avoir des moyens de transport spécifiques pour les rayonnements ionisants. Tout cela est réglementé. Il va être géré dorénavant par la fameuse autorité de sécurité et de sûreté nucléaire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. D'accord? Le système d'autorisation, pourquoi? Parce qu'il va maintenir les conditions de sécurité aussi bien pour les travailleurs que pour le public et pour l'environnement. Et comment s'organise la radioprotection en milieu professionnel? C'est que le premier responsable, c'est comme la démarche de prévention, hein, c'est l'employeur qui doit désigner une personne compétente en radioprotection et le médecin du travail, le ou les organismes agréés. Le ou les organismes agréés, ça va être maintenant l'autorité de santé, de sécurité et de sûreté nucléaire. On a le COMENA, on a le CRNA. Les instances agréées en Algérie pour la radioprotection. Maintenant, on pourrait avoir des organismes agréés, par exemple pour la dosimétrie. Actuellement, le seul organisme qui est agréé, c'est le CRNA. C'est pour ça que c'est la cacophonie dans la surveillance dosimétrique. من تندوف من أضرار من حسين مسعود يتبعثوا كاع le CRNA d'Alger. C'est pas possible. Tous les utilisateurs de rayonnement ionisant, pour leur surveillance dosimétrique, on a un seul organisme. On n'est pas arrivé encore à agréer des organismes privés pour décentraliser cette surveillance dosimétrique. C'est pour ça que ça ne marche pas. Mais le dispositif réglementaire, il est tel que. D'accord. L'employeur il a un rôle à jouer dans le domaine technique. Il faut qu'il procède à la classification et délimitation des zones. Il faut qu'il mette en œuvre tous les moyens de prévention et de protection, notamment les écrans, les EPI, etc. Le contrôle des sources radioactives qui doit se faire périodiquement, ainsi que les appareils émetteurs. Donc ça, c'est un volet technique. Le domaine administratif, il met en œuvre les procédures de déclaration, d'autorisation par rapport aux sources qu'il a acquises. Il faut faire l'inventaire permanent des sources, la coordination de la commission d'hygiène de sécurité et l'organisation de la formation en radioprotection au profit des travailleurs exposés, l'aide de la formation. Au plan médical, on a, c'est la surveillance médicale et là, évidemment, il est tenu de créer un service de médecine du travail si cela n'existe pas. La désignation d'une personne compétente en radioprotection qui est désignée par l'employeur, qui doit travailler en liaison avec le médecin du travail. Cette personne compétente en radioprotection, elle va effectuer une analyse des postes de travail exposés. Comme la personne compétente en radioprotection, c'est nous qui faisons les études de poste, prendre aux mesures de protection contre l'environnement, prendre les mesures de protection contre les rayonnements ionisants, intervenir en cas d'accident ou d'incident, participer à la formation à la sécurité des travailleurs exposés, que je crois HSE à la radioprotection, rédiger la fiche relative aux conditions de travail des personnes exposées qui doivent nous remettre, on la met dans le dossier. Mais pour le moment, c'est vous-même qui allez tenir ces fiches de poste. Le radiophysicien, il a son rôle à jouer. Généralement, le radiophysicien, en mode, c'est beau, il dit personne compétente en radioprotection, mais le radiophysicien, il intervient dans la radioprotection du patient. C'est-à-dire qu'il va gérer les protocoles, les doses, pour optimiser justement ces doses-là. Donc, on va les retrouver dans la radiologie interventionnelle notamment, la médecine nucléaire, on sait bon, surtout sur un service qui ne peut pas fonctionner sans radiophysicien, c'est bien la radiothérapie. Ils ont besoin du radiophysicien pour déterminer les doses qui vont fractionner sur 30 ou plus de séances. D'accord? C'est lui qui réalise le plan de la radiophysique médicale et c'est un soutien pour la personne compétente en radioprotection. Ou c'est un soutien pour nous parce que généralement sur le terrain, c'est le seul interlocuteur qui parle un peu un langage technique que nous pouvons comprendre. Surveillance dosimétrique, nous surveillons les équivalents, nous faisons un contrôle, nous surveillons, cette dosimétrie par le contrôle des équivalents de doses.
Donc, on a l'équivalent de dose pour le cristallin, pour les extrémités, pour la peau, et nous avons la dose efficace à l'aide de dosimètres individuels. Donc, cas, ce sont des OSL, mais il y a d'autres dosimétries, notamment en utilisant la thermoluminescence, c'est ce qu'on appelle les bagues dosimètres, qui sont très intéressantes si on avait l'adhésion, si vous voulez, des médecins. C'est bon à mettre en œuvre l'interventionnel pour savoir au moins au niveau des extrémités quelle dose a été reçue. Maintenant, il y a une signalisation aussi appropriée en matière de radioprotection. Donc, vous voyez ici le trèfle là, stylisé, soit il compte sur un truc vert, jaune ou rouge, selon la nature de la zone, mais le trèfle là veut dire danger de rayonnement ionisant. Dès qu'il y a un trèfle rayonnement ionisant, après ça dépend si le fond est vert, si le fond est jaune ou si le fond est rouge. D'accord. Sur fond blanc, par contre, il est sur fond blanc ou gris quand il y a un risque de contamination. D'accord. Donc, on a la source pour la signalisation et le balisage. Nous avons plusieurs zones, pardon. Donc, en fonction de la source, il y a la zone qui est en rouge où l'accès est interdit, en orange, elle est réglementée, en jaune aussi, et tout ce qui est vert là, tout autour de cette source, ces zones contrôlées, on passe à la zone surveillée et à la zone publique. Avant la zone contrôlée, c'est une zone où le travailleur est susceptible de recevoir 3/10 de la dose de la limite de dose annuelle. La zone surveillée n'est pas susceptible de recevoir cette dose. Donc, il est entre le 1 et le 6/10. Et la zone publique, il ne peut pas recevoir plus de 1 millisievert chrono. Donc, la surveillance, signalisation des zones, la zone surveillée, elle est en vert. C'est un trèfle vert sur un fond blanc. L'exposition de travailleurs est susceptible de dépasser 1/10 des limites annuelles fixées. La zone contrôlée, le trèfle jaune sur fond blanc, accès réglementé, l'exposition des travailleurs est susceptible de dépasser 3/10 des limites annuelles fixées. La zone rouge, elle est interdite, le trèfle est rouge, là, ils sont susceptibles de dépasser les 3/10. D'accord. Les écrans, nous avons des paravents plombés qu'on voit la radiologie. Nous pouvons aussi avoir des paravents plombés mobiles pour la radiographie mobile. Nous avons aussi des équipements de protection mobile, notamment le protège thyroïde, la lunette plombée avec la protection latérale, les gants plombés, le tablier plombé. Là, ça dépend si c'est du 0,5 mm, si c'est du 1 mm, etc. C'est en fonction de l'exposition. Donc, c'est à vous de vous documenter si vous êtes confronté à ce type. Si on va vous faire participer au choix, par exemple, des équipements. Si on ne le fait pas, essayez de vous imposer et de dire cet équipement de protection est conforme, celui-ci ne l'est pas sur la base de vos connaissances. Donc là, je vais bientôt finir cette conférence. Donc, pour les risques hors de la radioprotection, dans l'échelle de la nocivité des risques, nous allons retrouver l'exposition professionnelle au rayonnement ionisant à la 9e position. Après la noyade, les accidents professionnels, les accidents domestiques, l'alpinisme, accidents de la route, le surpoids, l'alcoolisme, le tabac. Donc, c'est un risque qui est vraiment maîtrisable. Et il n'est pas aussi important que cela, mais il faut quand même qu'il soit surveillé. Maintenant, ce qui est bien, c'est que dans les nouveaux appareils actuellement, la radioprotection est intégrée à l'appareillage. Il faut pas que les surfaces des locaux soient conformes. Il faut qu'il y ait des paravents plombés. Il faut qu'il y ait des bonnes pratiques aussi. En radiologie classique, on n'a pas beaucoup de problèmes en matière de radioprotection. Mais les confrères sont un peu rigides là-dedans. Ils vous disent non, moi je n'ai pas de contrôle, je ne sais pas. C'est vrai. Il faut qu'il y ait des contrôles, au moins tous les ans, sinon tous les 3 ans, de la conformité des locaux. Une fois que les locaux sont conformes, que le plombage est bon, on peut ne pas trop serrer les taux par rapport à l'aptitude. Donc, j'arrive à la fin de ce cours. Voilà les principales références bibliographiques. Donc, il y a Abadia, des articles de MC qui sont très intéressants. D'accord ? D'accord, merci professeur. C'est moi qui vous remercie, mais bon, la radioprotection, c'est un peu compliqué. En présentiel, ça aurait été mieux, mais bon, franchement, avec surtout cette météo, je vois qu'il pleut là à l'extérieur.
Je n'avais pas le cœur à vous ramener, mais je vous ai dit, c'est à vous de vous documenter, de vous poser des questions au fur et à mesure. Il y a une visite du CRNA qui est prévue courant fin juin. J'espère que vous y serez tous. Je pense qu'il y aura au minimum le docteur Lahussine, sinon le docteur Selman qui vont vous accompagner. Et vous allez découvrir le monde de la radioprotection. Je pense que c'est intéressant. Moi, je vais remettre vos noms et je vous tiendrai au courant par rapport à la date. D'accord, merci. C'est moi qui vous remercie et bonne continuation et prenez bien soin de vous. Je vous transmets tout de suite la conférence. Hein. D'accord, merci. On n'est pas déjà fait. Ça. Merci. Au revoir. Au revoir.